Bonjour à tous et bienvenue pour la 6e table de marque, une petite émission qu'on tourne au petit matin le mardi 22 juin avec mon acolyte, le best sidekick français. Antoine, comment ça se passe? Écoute, ça va super gros. Le matin à la fraîche, comme ça, on sort du lit, on fait ça direct, mais c'est pour parler de playoff, donc on est prêt à tout. Sans perdre de temps, en plus ouais, on sort d'une petite nuit où il n'y avait pas de match, donc c'est vrai qu'on était un peu en mode déboussolé, mais on a bien pu se reposer. Petit sommaire du jour, ça va être assez simple. Première partie, on va se faire une vingtaine de minutes sur les blessures. C'est vrai que c'est un gros sujet en ce moment en NBA. On l'a vu tout au long de la saison, et là sur les playoffs, il y a une nette augmentation au niveau des blessures, etc. Donc on va en parler. Et ensuite, le classique, on est en période de playoff, du coup, on va parler des playoffs. D'abord, on va débriefer les deux Game 7 qu'on a eu entre Hawks et Sixers, pardon, et entre Bucks et Nets. Yes. Des Game 7 quand même assez surprenants. Il y en a un où on risque de parler très très fort quand même, je pense. Ouais, mais même en vrai, les deux ont été surprenants, les deux ont été captivants. Mais il y en a un Euh, qui a vraiment été décevant, c'est ça que je voulais dire. et ben, il y en a un qui a secoué la planète quand l'autre a été, disons, a réchauffé le cœur de tous les fans de basket. Mais, euh, mais on va parler des deux, mais ça va être plaisant. Carrément, carrément. Bah écoute Antoine, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec le premier sujet du coup. Les blessures en NBA, comme je le disais tout à l'heure, il y a une nette augmentation là, cette saison, une augmentation vraiment spectaculaire au niveau des blessures. J'ai quelques petits trucs que j'ai notés vite fait, mais on va plus en parler entre nous, mais juste pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance. J'ai trouvé d'ailleurs un article, je crois qui date du 9 juin, un truc comme ça, sur ESPN. Je sais plus qui c'est qui l'a écrit, mais du coup mes infos viennent de cet article-là, pardon. Euh, les All-Stars cette saison, tous les All-Stars confondus, ont raté 19% de leurs matchs. Ouais. Et même pour compléter ta stat, cette année, il y a 9 All-Stars qui ont raté les playoffs. Et c'est le plus que toutes les autres saisons, il me semble. Mm. Et au-delà de ça, du coup, il y a au niveau de pur type de blessure. Alors évidemment, tout ça, ça ne prend pas en compte tout ce qui concerne les absences dues en fait soit au protocole sanitaire, soit tout ce qui est lié au Covid-19, enfin, à la Covid-19. Tout ce qui est lié au virus n'est pas compté dans ces stats. C'est-à-dire que la hausse d'absence, la hausse de All-Stars qui sont pas là, etc., ça ne compte pas les gens qui sont pas là pour des raisons sanitaires. Au niveau pur des blessures, on a vu qu'il y a eu une augmentation aussi sur les blessures de type sur les tissus mous, donc tout ce qui est musculaire, tout ce qui est un peu tendon, etc. Donc tout ce qui est en gros qui ne concerne pas les parties osseuses du corps, ce type de blessures-là ont augmenté. Et du coup, forcément, il n'y a pas besoin d'être mathématicien, ça s'explique à un calendrier du coup qui a été condensé, à une intersaison qui a été beaucoup plus courte que d'habitude. J'ai vu d'ailleurs dans l'article, et ça m'a pas étonné, mais tu vois, je n'étais pas du tout au courant de ça. L'intersaison NBA entre la dernière saison et celle de cette année, ça a été l'intersaison la plus courte de l'histoire de la NBA, de la NFL, de la MLB et enfin en gros de toutes les ligues majeures de sport aux États-Unis. Ouais, bon, ça, pandémie oblige. Tu l'as dit, Oui, certes, mais il tu y a. vois, la NBA a été le plus court vraiment parce que tu vois, ça aurait pu être le cas de la NFL ou tu vois, c'est vraiment la NBA qui a dit, ok, la saison est terminée. Il y a eu, je crois, c'était 70 jours, 71 jours seulement entre les deux, quoi. C'est moins de 2 mois et demi. Et puis la bulle, en plus, ça a réclamé enfin, il y avait une intensité particulière dans la bulle parce qu'ils n'avaient pas joué depuis 3 mois, donc ils ont dû se remettre directement dans le rythme. Ça demande au corps des impératifs exceptionnels. Enfin, je veux dire, ils ont dû faire des sacrifices forcément. Regarde, par exemple, je me souviens de Westbrook qui se blesse au tout début de la bulle, ben, ça lui a cassé tout son début de saison, tu vois. Euh, euh, la pandémie fait que, et en plus, du coup. Il y a eu vraiment une intervalle très très courte, comme tu l'as dit, entre la fin de la bulle et le début de la saison. Après, moi j'ai envie même d'aller un peu avant la pandémie. Tu vois, je pense à des Kevin Durant déjà qui se blesse, je pense à des Stephen Curry qui se blessent sur un an, à des Klay Thompson. Je trouve que ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on a des blessures répétitives, très longues. Et souvent, tu vois, par exemple, Kawhi s'était blessé un an. Souvent, euh,
après, ça se répète, tu vois. Il n'y a pas un joueur qui se blesse, puis ensuite ne se blesse plus du tout. Il est toujours dans une phase entre à moitié à l'infirmerie, à moitié load manager, et à moitié je peux jouer un peu, mais je suis jamais à 100%. Je pense à Anthony Davis également. Il y a dans l'ensemble, dans la ligue, il y a une sensation, tu vois, qui moi me gêne et qui m'empêche de de vraiment kiffer ce que je vois, en fait, parce qu'il y a tout le temps des stars absentes, tu vois. Hmm. En fait, ouais, c'est vrai que dans ce que tu dis, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que la NBA, donc là, en fait, depuis qu'il y a la pandémie, il y a eu un gros arrêt, il y a eu une reprise entre guillemets brutale, le temps de la bulle, ensuite il y a eu une intersaison hyper courte et une reprise avec un calendrier beaucoup plus condensé que d'habitude. Ouais. Mais c'est vrai qu'en dehors de ce cadre-là, comme tu le dis, de toute manière, il y a quand même cette sensation qu'en NBA, on a souvent les gros joueurs en plus, parce que ça concerne les mecs qui ont beaucoup de responsabilités, voilà, qui font beaucoup de choses sur un terrain, sont assez souvent pétés. Et quand un de ces joueurs importants dans les équipes a une blessure plus ou moins importante, mais qui l'écarte des terrains quand même, tu vois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a cette sensation que le mec revienne jamais à 100% totalement. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est pas des mecs qui reviennent et qui ne se répètent plus jamais. C'est tout le temps des mecs à qui, après, il y a toujours des petits pépins et qui deviennent. Soit c'est des joueurs qui, de base, sont injury prone, donc ça, voilà, c'est juste. Tous les corps ne sont pas à égalité à ce niveau-là. Mais il y a aussi le côté un peu. Bon, bah, c'est vrai que, dû peut-être au rythme élevé de la NBA, la NBA a un rythme très élevé, 82 matchs sur une saison. Je Parce qu'en plus, au-delà des matchs, tu vois, les mecs traversent quand même les États-Unis en avion toute l'année à faire des gros déplacements. Enfin, je pense que sur un corps humain, même si on parle d'athlètes, probablement des plus gros athlètes qu'on puisse trouver sur la planète, ça reste des corps humains et c'est vrai qu'ils subissent quand même une charge, une charge tu vois, d'intensité, je sais pas comment dire, mais une charge de fatigue quand même assez importante. Donc en fait, enfin, j'essaye de joindre un peu les deux bouts, mais ce que tu voulais dire, c'est peut-être aussi que la pandémie n'a rien arrangé et on a des stats qui prouvent que de toute façon les blessures ont augmenté, que les All-Stars ont raté 19% de leurs matchs, que ça compte pas tout ce qui est lié au côté sanitaire, au protocole ou juste aux gens qui sont positifs. Mhm. Mais que en gros, de toute façon, la NBA a toujours été une ligue avec un rythme ultra soutenu et que du coup, bah c'est compliqué en fait, une fois que tu te pètes et que t'as un certain âge, c'est compliqué de revenir à 100% quoi. C'est ça, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a toujours son lot de blessures dans une saison. Quand tu arrives en playoff, il y a toujours une star qui te manque et tu te dis putain, si elle avait été là, qu'est-ce que j'aurais kiffé. La match-up aurait été bien mieux. Là, tu vois, on est dans Phoenix Clippers. On a quand même le seum qu'il n'y ait pas Kawhi. Et cette sensation-là, du coup, on l'avait déjà avant, mais tu as raison, elle est clairement accentuée par la pandémie. Moi, j'ai envie d'aller sur les tweets de LeBron. LeBron qui, après la blessure de Kawhi, a pas hésité à pousser une gueulante sur Twitter, et vraiment une gueulante pour le coup, en disant personne n'a voulu m'écouter, je suis la personne qui sait le mieux comment il faut prendre soin de son corps. Et en gros, cette année et les années précédentes, on peut voir que la Ligue ne fait clairement pas ce qu'il faut pour mettre en avant ses stars et mettre en avant le fait qu'il y ait moins de blessures, tu vois. Et donc du coup, en fait, on prive les fans du meilleur moment de l'année avec les meilleurs joueurs. Quand même, la stat, moi, des 9 All-Stars qui manquent les playoffs cette saison, ça me bluffe, tu vois. Et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Même si, comme tu l'as dit, on kiffe aussi la NBA pour les 82 matchs, pour son intensité, pour les road trips, pour les back-to-back, pour des choses justement, quand tu vois un joueur mettre 50 en back-to-back, ou alors quand tu vois Kobe mettre 4 matchs de suite à 50 points, c'est exceptionnel, tu te dis comment il fait, tu vois. Mais dans le fond, est-ce que ça aussi, c'est pas un problème et ça nous empêche pas de kiffer Bah, vraiment, tu vois? Parce que cette année, enfin moi je trouve cette année c'est vraiment criant, gros. Il y a des après, blessures. il y a un truc aussi, tu vois, c'est que quand la NBA évolue, tu vois, et au fur et à mesure des années, tu vois, il y a une évolution dans la NBA. Le nombre d'équipes, le nombre de matchs par saison régulière, le nombre de tours de playoff, etc. Je te parle vraiment de l'évolution, tu vois, from scratch, tu vois, depuis que la NBA existe. Et tu vois, avec le côté individualité qui a été poussé à son paroxysme, tu vois, avec l'éclosion de gars comme Jordan, ou même comme Bird et comme Magic, tu vois, il y a ce côté très individuel. Et là où je veux en venir, c'est que ce serait compliqué maintenant d'imaginer une NBA qui revienne en arrière, qui essaye de trouver un modèle peut-être avec moins de matchs pour préserver des blessures, sachant qu'on est toujours au record de quel joueur va battre le plus de records, les totaux, le mec qui va mettre le plus de points, le mec qui va faire le plus de choses dans la ligue.
Et donc il y a ce côté un peu storytelling, tu vois, qui je pense, bah, la NBA peut pas trop revenir en arrière là-dessus parce qu'elle se priverait de ça. Il y a aussi le côté thune, droit télé, tout simplement. La NBA génère j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois, mais des quantités d'argent, genre astronomiques, grâce aux droits télé. C'est pour ça qu'on a des Davis Bertans qui prennent 100 millions, tu vois, d'ailleurs. Donc ouais, c'est vrai que il y a un constat. Il y a une réalité aussi dans le sport de haut niveau, c'est que NBA ou pas, il y a toujours des mecs qui sont pétés. Peut-être que la NBA fait partie des ligues où il y a le plus de mecs pétés. Je serais curieux d'avoir des stats à ce niveau-là, tu sais, si on a des trucs proportionnels pour savoir si effectivement il y a plus de joueurs qui sont pétés, et qu'après ça devient des vrais problèmes en NBA plus que dans d'autres sports, dans d'autres ligues, etc. Maintenant, je sais pas. C'est vrai que pour, tu vois, LeBron, ce qu'il disait, il a raison. LeBron, il a raison dans le sens où quand LeBron te dit, mec, moi je sais mieux que personne comment on fait pour gérer un corps. Quand on voit ce qu'il fait à 36 ans et dans la forme dans laquelle il est quand il n'est pas blessé, tu peux pas le contredire. Après, il y a la manière. Il y a aussi le fait que tu vois là, en gros, il s'exprime sur Twitter publiquement ou sur un truc. Tu vois, nous, on l'a jamais entendu dire ce qu'il a soi-disant dit. Ce qui prétend qu'il avait dit sur Twitter, alors que donc c'est peut-être des trucs qui sont dit un peu en off, dans les coulisses, dans les backstage, dans les bureaux et tout, ou dans des coups de fil. En attendant, nous, on n'en sait rien. Ça me dérange un peu ce côté moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je de LeBron, tu vois. Mais je sais pas où me positionner. Toi, tu te positionnes où par rapport à ça? Genre, c'est un truc qui te fait chier? Genre, t'aurais des solutions, entre guillemets, tu vois, des solutions à notre petite échelle, tu vois, juste de jugeote d'idées ou pas de concept, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Écoute, moi déjà, je comprends que ça te saoule le côté moi je des déclats de LeBron. En plus, c'est typiquement du LeBron. Mais n'empêche, je trouve que là, enfin déjà, on l'a rarement vu charger les instances quand même. Parce que, comme tu l'as dit, la NBA est peut-être une des plus grosses multinationales du monde. Et LeBron, ça lui profite bien que le business marche autant. Mais du coup, on l'a rarement vu charger les instances. Et là, je trouve que c'est à raison, tu vois. Parce que même si, sans aller à des gros changements, à des mesures drastiques qui réduiraient le nombre de matchs ou qui changeraient vraiment le rythme de la ligue. Tu vois, par exemple, cette année, il y avait un truc tout simple à faire, mais pourquoi tu fais un All-Star Game alors que les joueurs même, ils en avaient rien à faire? Pourquoi tu fais pas une coupure, pourquoi tu fais pas une coupure plus longue? Pourquoi tu fais... après, tu vois, tout ça, c'est réfléchi. On va pas se prétendre meilleurs organisateurs que les organisateurs de la ligue parce que c'est un boulot incroyable et ils doivent passer des heures à Et aussi réfléchir. parce qu'ils sont capables quand même de faire des trucs de fou. Quand on voit ce qu'ils ont fait l'année dernière sur la bulle, c'est juste exceptionnel, tu vois, de faire un 100% comme ça, tu vois, ils sont capables. Et puis au final, on a quand même un spectacle captivant avec des équipes comme les Suns sans blessés, tu vois, même si Chris Paul est protocole Covid. Mais à la fin, le constat, le résultat, c'est est-ce qu'on n'a pas envie, et est-ce que la NBA non plus n'a pas envie que toutes ces stars, est-ce qu'elle n'a pas envie que sur une série Lakers-Suns, il y ait LeBron et Davis? Est-ce qu'elle n'a pas envie qu'il y ait Kawhi sur Clippers-Phoenix? Alors bien sûr, tu peux pas empêcher toutes les blessures. Bien sûr, Comme je l'ai dit, chaque saison a son lot de blessures. Sauf que d'en avoir 5 ou 10 sur que des stars, c'est vraiment frustrant. bien Et sûr. Après, tu vois, faut mettre de l'eau dans notre vin. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand tu parles de. Je pense que, tu vois, LeBron et AD, c'est vraiment un cas à part. Parce que c'est LeBron, bah, avec l'âge maintenant, il devient injury prone. On le voit, tu vois, depuis sa blessure en 2017 face aux Warriors, là, avec les Kuzma, Brandon Ingram et compagnie, bah, depuis, il est pas injury prone, tu vois, mais quand même. va sur Euh, James Harden, KD et Kyrie si tu préfères. Anthony Davis, donc tu vois, c'est pour ça. AD et LeBron, c'est un peu à part. Et surtout que, bon, il y en a un qui est vieux, l'autre qui est injury prone. Et c'est les mecs, c'est les deux mecs, enfin, ils font partie des deux mecs qui ont eu vraiment l'intersaison la plus courte, quoi. L'intersaison qui a duré 71 jours, c'était vraiment eux, tu vois, alors que t'as des gars à côté qui ont pas joué. Il y a des gars qui sont même pas allés dans la bulle. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, Donc, tout ça, c'est vrai. De toute façon, il y a pas, je veux dire, il y a de un petit vérité. juste milieu à trouver, quoi. Mais du coup, Bien toi, sûr. tu penses qu'il y a trop de matchs, genre 82 matchs, c'est trop? Après, Ou alors il faudrait peut-être plus les espacer, je sais pas, tu vois. c'est quelque chose qui nous tient à cœur, les 82 matchs, tu vois, parce qu'en vrai, Moi, ils ont jamais changé ça, à part pour la saison Covid. Mais hmm, honnêtement, je peux pas m'inventer genre réformateur de la ligue. C'est quelque chose de trop c'est un difficile. merdier, puis ça implique d'avoir des connaissances vraiment ultra poussées en termes de
Mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir et c'est pas possible d'avoir autant de blessures chaque année, même si c'est circonstanciel, les trucs de LeBron et Davis dans le fond, ça fait quand même chier. Kawhi, ça fait chier. Tu vas sur les gars de Brooklyn, Harden, KD, Kyrie, c'est pareil. Toute la saison, c'était pareil. Et j'en Oui, oublie mais plein. tu vois, est-ce qu'il se serait pas pété quoi qu'il arrive en fait? Peut-être, Kevin Durant, est-ce qu'il se serait pas pété quoi qu'il arrive? Le mec, il revenait du talon d'Achille, il avait pas joué depuis 2010, les finales de 2019. peut-être, c'est pour ça que James Harden, il avait pas non plus été sur un. Je veux dire, il a été éliminé assez tôt en playoff et bon, bah. Enfin, tu vois, Kyrie Irving, il avait pas joué depuis combien de temps? peut-être on refera pas l'histoire, gros. Il y a des nuances, tu vois, si ça se trouve, si ça s'était pas passé comme ça, il se serait pas blessé, nanana, etc. Je sais pas du tout. Le fait est qu'ils se sont blessés, la blessure fait partie du sport de haut niveau, c'est clair. Comme je te dis, chaque saison, il y en a tout le temps. Dans tous les Mais, sports. et dans tous les sports, tu vois, à titre de comparaison, je me demande si dans le foot, avec le Final Eight, etc., mais j'ai la sensation, après, je regarde moins le foot que le basket, mais quand même qu'il y a eu moins de blessures sur autant de stars, tu vois. Et qu'elles ont eu moins de mal à se remettre dans un rythme où tu ne te blesses pas sans cesse. Et en NBA, Après, j'ai vraiment l'impression que c'est, cette année, ça se démultiplie, tu c'est vois. vrai. C'est vrai, t'as raison. Après, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai pas. Enfin, je me sens pas trop chaud après d'aller comparer des sports parce que tu vois, le foot, tu vois, je le vois plus comme un sport d'endurance, tu vois, si vraiment faut qu'on rentre dans des schémas, alors que le basket, c'est ultra intense. Alors après, t'as les temps morts et tout. En tout cas, au niveau de la charge vraiment physique, je pense que le basket, ça reste un des trucs les plus vénères, quoi, pour un corps humain Ça, sur les sports. ça, je sais pas, Et c'est vraiment difficile à mesurer pour le coup, c'est ça. difficile à mesurer, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression que tu vois, en NBA, t'es tout le temps sur tes appuis, t'es tout le temps en train de cavaler coast to coast, défense, attaque, 24 secondes par possession. T'es tout le temps sur tes appuis, tu sautes, t'es tout le temps les bras en avant et tout, machin. Tu vois, genre, alors c'est que, entre guillemets, 48 minutes de jeu sur un match, et personne ne joue 48 minutes sauf Kevin Durant sur quelques matchs de playoff. Mais bref, c'est pour ça, j'ai pas envie de rentrer dans des compas. Après, c'est vrai que peut-être que dans le foot, il y a eu des trucs aussi. Dans le foot, il y a quand même les histoires de Ah, tacles, etc., de chocs peut-être plus, ouais. peut-être plus violents qu'il ne peut y avoir en Oui, NBA. quand tu tombes et tout, c'est vrai. Mais tu vois, après, c'est difficile d'en vouloir à la NBA parce que tu vois, vraiment, en plus, quand il y a eu l'histoire du Covid et qu'il y a eu l'arrêt, qu'après il y a eu la bulle et tout, nous, entre guillemets, les gens qui sommes juste passionnés et qui connaissons pas assez en détail tous les rouages de la ligue, on savait pas trop comment ça marchait, mais on s'était rendu compte que la ligue avait un système économique qui faisait que la NBA tournait bien, il y avait toujours de l'argent, beaucoup d'argent et de l'argent qui circule d'une succursale à une autre en NBA, tu vois, et qu'il y avait une sorte de truc comme ça un peu circulaire dans la NBA avec l'argent qui rentre, mais que du coup il n'y avait pas trop forcément un modèle où il y a de l'argent de côté et que du coup quand tout s'est arrêté, la NBA a perdu énormément de cash et du coup s'est retrouvé pas à poil, tu vois ce que je veux dire, mais en gros c'était vraiment chaud. Et du coup, compliqué en même temps de leur en vouloir avec un modèle pareil, de pas faire en sorte de jouer derrière le maximum de matchs, de faire en sorte que la saison se recalibre sur un De re- calendrier normal. Parce que plus vite tu fais ça, après plus vite c'est réglé, tu reprends des saisons normales et des intersaisons normales aussi. Ouais, 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 il fallait relancer la machine. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Mais tu vois, sur des petites choses comme le All-Star Game, tu vois, sur des petites choses comme peut-être mettre plus de matchs là, du coup, comme la saison a été particulière et très intense, mettre un petit peu plus de matchs entre la fin de la saison régulière et les playoffs, tu vois, parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune coupure cette année. On a joué la fin de la saison régulière, il y a eu les matchs de rattrapage Covid et ensuite directement, il y a eu un jour de repos et bam, playoff, tu vois. Euh, je sais pas, il y a peut-être des choses à revoir, comme je te le dis, je vais pas m'inventer réformateur, mais moi je trouve qu'on arrive dans une situation, et ça fait plusieurs années que ça dure, où on est frustré en fait. On est frustré des playoffs parce qu'il y a toujours des stars qui manquent, et des grosses stars en plus. C'est pas comme si c'était, allez, bon, même si c'est une star, c'est pas comme si c'était Ja Morant, tu vois, où on Oui, serait oui, je beaucoup. vois ce que tu veux dire. Puis surtout, c'est la quantité aussi, tu vois, comme tu l'as dit. Mais voilà. Puis pas que sur les playoffs, tu vois. De toute façon, on l'a vu cette saison, combien de mecs étaient pétés, tu vois. Il fallait pas être non plus, tu vois, fallait pas être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup plus d'absents que d'habitude. Tous les jours, limite, on apprenait ah bah un tel sera indisponible pendant 2 semaines et il sera réévalué. Et puis aussi, tu vois, le délire, c'est que, bon, après, ça, c'est totalement. Enfin, je veux dire, on pourra rien changer à ça, c'est le hasard, et voilà. Mais j'ai l'impression que les blessures.
quand avant ça pouvait être des blessures de 2, 3, 4 semaines, cette fois-ci, enfin, en ce moment, et depuis quelques années, c'est des énormes blessures qui durent 1 an, tu vois. Genre, elles demandent, enfin, elles imposent une Ça après, indisponibilité. ça après pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit dû au Covid, tu vois. Non, Enfin, pas forcément. pas dû au Covid, mais je veux dire dû au rythme ou tu vois à la cadence, etc. Je sais pas, mais en J'ai tout pas cas, j'ai l'impression que l'impression. c'est plus présent qu'avant, j'ai l'impression, tu vois. Euh, En fait, peut-être qu'on est. Ce qu'il y a aussi avec les blessures, c'est que c'est tellement difficile à calculer parce que, comme on l'a dit et on le répète, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a et le ça, délire de que on sait pas trop. En fait, c'est difficile de calculer. Mais tu vois, il y a peut-être aussi le truc que, vu que on se pose la question maintenant plus que jamais, il y a peut-être aussi ce truc où on se focalise beaucoup plus que d'habitude sur les blessures et donc on a l'impression que cette saison, il y a plus de blessures que d'habitude. ouais, c'est possible. C'est Parce que possible. moi, tu vois, en soi, sur les mecs qui se pètent sur des grosses durées, j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que d'habitude. Ou alors, tu sais, Ouais. c'est des mecs qui sont relativement vieux. Ouais, LeBron, KD. Ou alors, c'est les mecs qui sont injury prone. Anthony Davis, Kawhi. Kawhi. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus nuancé. C'est aussi c'est beaucoup une histoire de ressenti. Tu vois, moi, là, clairement, la blessure de Kawhi, et je me souviens des playoffs de l'année dernière où il n'y avait pas Steph, enfin, où du coup, il n'y avait pas les Warriors, et les playoffs de l'année d'avant où KD se pète et Clay se pète. Vraiment, mon ressenti personnel, les blessures, ça me saoule. Après, je pense que ça saoule tous les fans, tu vois. Mais de toute façon, ça fait partie du jeu. De toute façon, la NBA marchera toujours, sera toujours un spectacle et tournera toujours. Fera toujours tourner la machine à billets, comme dit Alpha One. Mais, mais voilà, tu vois, peut-être qu'il y a des choses à réfléchir et j'espère qu'Adam Silver se posera la question, surtout après le coup de gueule comme celui de LeBron. Tu vois. De toute façon, comme tu l'as dit, si nous on y pense, on n'est pas les seuls. Puis c'est un truc que de toute façon, plein d'autres médias ont déjà mis sur la table, tu vois. Donc le sujet, il existe. Il y a des questions à se poser. Nous, notre rôle, c'est, je pense, d'en parler, de balancer quelques stats comme celle que j'ai balancée au début. Et on débat. Après, c'est sûr que nous, on va pas se ramener là en mode, les gars, on a la solution. Petit coup de fil à Adam Silver. Salut frérot, on a la solution. On va faire On comme ci, comme ça, tu vois. pourra, Voilà. mais on pourrait, mais le problème c'est qu'on maîtrise tellement pas tous les éléments Non, qu'en non, on vrai, serait incapable. On serait on serait incapable. incapable. Tu vois, on nous Impossible. renvoierait direct en nous disant ah bah ouais, mais si tu fais ça, il y a ça derrière, tu vois, et nous on Oui, n'y puis aurait les même mecs, pas ils vont nous pensé. dire non, mais attends, t'as pris ça en compte, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, c'est des trucs dont t'as même pas idée. Et puis il y a la question financière aussi derrière, où, Ouais. tu sais, Il faut pas pour négliger. pouvoir s'avancer sur de tels trucs, sachant qu'il faut prendre en compte le côté financier, et que le côté financier, enfin, pour bien le connaître, faut le connaître en détail de fou, et faut être un crack, tu vois, honnêtement. Il faut pas négliger aussi l'avis des joueurs et l'impact des joueurs sur ces décisions, tu vois, parce que sur le All-Star Game, je te parle justement du fait d'avoir suspendu sur le All-Star Game, je me souviens qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en faveur pour ne pas le faire, et il me semble, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est pas lui, mais il me semble que Chris Paul voulait le faire, justement, ce All-Star Game, et poussait en tant que chef du syndicat des joueurs pour le faire, tu vois. Donc il faut pas, tu vois, ça se trouve, il y a dans les instances en interne, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas, et qui explique un peu tout ça. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai phénomène sur lequel il faut qu'on se penche, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah écoute, en tout cas, on a fini pour ce sujet. De toute façon, je pense pas qu'on ait fini d'en reparler. Il y a moyen que ça revienne sur la table l'année prochaine ou même dans des périodes un peu plus off, là, quand la saison sera terminée. Si Quand on a Paul une. George ou Yanis se fera les croisés en finale de conf, on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Ou même à l'intersaison, là, quand il se passera que dalle et qu'il y a un joueur qui va se faire chier et qui va balancer un petit tweet. Mais voilà, c'était le premier petit sujet au niveau des blessures cette année. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. C'est vrai que c'est assez un mélange de stats et de beaucoup de ressentis personnels et voilà, un tas de choses qui rentrent en compte. N'hésitez pas à nous en faire part. Et puis voilà. Antoine, on va enchaîner. Et là, on a énormément de trucs à dire sur les playoffs. Let's go. Les finales de conférence. Antoine, on a eu les deux derniers Game 7 des demi-finales de conférence. Donc ça se passait à l'Est. C'était avant-hier et avant-avant-hier. Enfin bref, c'était il y a 2-3 jours. Donc les deux Game 7 en question. Bucks, Nets d'un côté. Philly, Hawks de l'autre. Euh, Par quoi on commence? voici ce que je te propose. Et j'explique un peu le déroulé comme ça à nos auditeurs. Je te propose d'abord qu'on débriefe évidemment les deux Game 7.
Ouais, Ensuite, on fait la preview de la finale de conf à l'Est. Et ensuite, ouais. on fait la preview après un match, tu vois, de l'Ouest, entre Clippers et Suns. Ok, let's go, let's go. Allez. Et du coup, quoi de mieux pour commencer que... franchement, il y a moyen que je fasse un long monologue là-dessus à un moment donné, mais je te propose qu'on commence par le plus relou, comme ça c'est fait. Philly Atlanta. Mhm. Quelle série vraiment incroyable. Tant on peut être à la fois content pour une équipe des Hawks, tu vois, qui est en année une de ce projet sportif avec toujours Trae Young et tous les gars qui sont rajoutés. Et quelle déception pour des Sixers qui étaient dans la continuité d'un truc, pardon, je vais me foutre en mode avion tout de suite, qui était dans la continuité quand même d'un projet qui fonctionnait toujours plus ou moins. Alors l'année dernière, c'était cata, il y avait plein de raisons qui expliquaient ça. En tout cas, cette saison-là, ça fonctionnait bien. On se disait, tiens, Doc Rivers, bon, ça se ramène. Tu termines la saison, t'es premier de la conférence Est. Et je pense que c'est là où tu peux avoir le plus de regrets. C'est que. Et je vais te laisser réagir et après, je ferai mon long monologue de notes que j'ai écrits, de trucs qui vont me venir à l'esprit où je vais assassiner des mecs à coups de club de golf. Mais quand tu finis premier de ta conférence et que tu t'assures dans ce cadre précis de cette conférence Est-là, que tu t'assures de ni rencontrer les Bucks, ni rencontrer les Nets avant les finales de conférence et que tu perds face aux Hawks en demi, enfin, je veux dire, c'est même plus qu'il n'y a pas d'excuse. C'est juste que il y a rien qui va en fait à ce niveau-là. C'est un crash d'avion, quoi. Tout va bien, t'es en pilotage automatique et d'un coup, tu te pètes la gueule, tu te prends une montagne dans la tête. Euh, Vas-y, je te laisse en parler. Écoute, moi, je suis au fond du trou là. Déjà, premier truc que j'ai envie de dire, c'est quand même, il y a 2 semaines, on tourne une table de marque, les Sixers perdent le Game 1 et on dit tous les deux, ah les Sixers, là tranquille, ça va rouler, les 4 de suite. Et on est tous les deux d'accord pour dire Pénard. ça. Et d'ailleurs, les matchs qui suivent nous donnent raison parce qu'ils gagnent les 2 premiers. Mais honnêtement, Philadelphie, ce, ce- j'ai- c'est un choke, mais tellement honteux. C'est la honte. C'est un scandale. C'est un choke de franchise en plus parce que c'est un choke sur le terrain, obviously. C'est un choke de la part du coaching staff. C'est un choke de franchise en fait. Dans les bureaux de GM, de partout. C'est un choke des Sixers de A à Z. C'est un choc de tous les Sixers. On ira en plus après pourquoi c'est un choc du JM. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais vraiment, c'est un scandale, je trouve. J'ai juste envie de dire, je pense qu'on va quand même un peu faire plus long sur les Sixers que sur les Hawks, parce qu'ensuite on va parler des Hawks sur la preview. Bravo à Atlanta, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils fassent ça, on s'attendait même peut-être pas à ce qu'ils aillent au second tour. Beaucoup disaient que New York allait les passer. Au final, ils ont, bam, en 2-3 mouvements, au revoir New York. Philadelphie, toujours à la bataille. Les 3 derniers matchs sont incroyablement gérés de la part d'Atlanta, et même si tu perds le Game 6, je veux dire, tu fais un énorme comeback au Game 5, tu perds le Game 6 de peu, alors que tu es dans le match et le Game 7, tu es encore capable de revenir, d'être là au West Fargo Center. Non, vraiment, Atlanta, bravo à eux, bravo à Trae Young. Peut-être qu'ils vont encore nous surprendre contre Milwaukee. Bravo aussi à Nate McMillan, à Kevin Werther. Enfin bref, Atlanta, c'est magnifique. Mais sur les Sixers, c'est un choke de A à Z. Et c'est pas un choke en mode on menait 3-1 et on a choqué parce qu'on se croyait supérieur. Et tu sais, en plus, il y a un truc, moi, qui m'a étonné. Et du coup, vu qu'on montre un peu des statistiques à l'écran et que voilà, en regardant les stats, les Sixers sont devant dans tout. Plus de points, plus de pourcentage, plus de passes, plus de contres, plus d'interceptions, plus de tout, toutes les stats que tu peux trouver qui sont des stats bénéf, t'en as plus. Sauf, vas-y, les lancers francs. Bon, ça, il y a moyen que le mec que j'ai mis en photo joue un rôle là-dedans. Mais c'est tellement, en fait, d'un côté un choke et de l'autre côté une équipe maligne, une équipe intelligente qui joue avec ses forces et tu sais, ils ont senti l'odeur du sang. C'est-à-dire qu'ils ont vu que les Sixers ils étaient en danger. Ils ont parfaitement compris la situation et ils se sont dit let's go quoi. Genre tu vois, et à aucun moment on les a sentis un peu tu vois coup-ci coup-ça. Là où t'avais des Sixers en face, les body language des fois laissaient à désirer et tout.
Tu Tu vois, vois, bon, je te laisse finir ce que tu voulais dire, mais tu vois, je réagissais juste sur ce truc des stats qui est quand même hallucinant. Si tu veux, tu iras voir et j'invite tout le monde à aller voir sur le site de la NBA. Tu vas sur les hubs de séries là, dans Playoff, tu regardes les stats, ils sont devant dans tous les compartiments du jeu qui sont bénéf. Point, rebond, passe, interception, contre, pourcentage au tir, tout, sauf les lancers francs. C'est hallucinant ouais, quand même. c'est hallucinant, mais ça montre bien que, comme tu l'as dit, en face, tu as une équipe remplie de vices avec un Trae Young à la baguette qui sait totalement contrôler le tempo du match, en fait. Et aux Sixers, t'as pas ça. Mais on va faire étape par étape. Déjà, le franchise player Joel Embiid, bon, il fait une grosse série, mais moi je lui tombe dessus. Je lui tombe dessus notamment sur le Game 5 avec ses deux lancers ratés et aussi parce que il insuffle jamais à ses partenaires ce côté de sentiment d'urgence. On mène de 25, ensuite il y a 20, il y a moins 15, il y a moins 10. Joel Embiid, il a jamais la réaction de leader qui fait qu'il tape du poing sur la table et qu'il emmène son équipe au bout d'un moment à la réaction. J'ai envie de taper bien évidemment sur en fait tout le staff des Sixers, Doc Rivers et tout le staff qui continue encore de ne pas changer ses plans, même après des matchs où justement tu te fais remonter de plus 25, qui continue à croire en ses forces. Vraiment, ça me, enfin, je vais te laisser parler parce que moi aussi, j'arrive plus à trouver des termes tellement en vrai, je suis déçu. Ensuite, on ira sur les autres joueurs comme Ben Simmons, bien évidemment. Ah bah lui, on va le terminer à coup de club de golf. Écoute, je me suis pris des notes pour être sûr de rien oublier, mais déjà, tu vois, j'ai aucune envie d'en fait d'excuser quoi que ce soit, tu vois, du côté de la Pennsylvanie, tu vois. Genre, j'en suis à un point où en fait, bon, il y a un truc aussi que j'ai noté, c'est que l'arbitrage quand même sur cette série a été assez dégueulasse. Je sais pas si c'est parce que je suis fan, mais Ouais, dans les confs de l'analyste, on était quand même assez d'accord. Maintenant, l'arbitrage n'a rien à voir dans la défaite des Sixers. Juste, je l'ai placé là comme ça parce que c'est un truc que j'ai constaté. C'était vraiment assez insupportable de voir ces arbitres un peu à la con parfois qui stoppent le jeu et qui cassent les couilles à tout le monde. franchement, En premier à nous, les spectateurs et les consommateurs. Mais je le mets de côté, tu vois. C'est juste un truc que je dis en de toute parenthèse parce que j'avais envie de le dire. de toute façon, c'est dans Ensuite, les deux sens en vrai sur ça. oui, mais juste ça casse les couilles, tu vois. Ouais. Embiid, on peut lui tomber dessus. Je trouve qu'il fait grave ses matchs, tu vois. Par contre, gros carton jaune, tu vois, même si on n'est pas en train de parler de foot, mais carton jaune immense pour tous les ballons perdus. Il y a deux matchs où il fait 8 ballons perdus, dont le Game 7. Donc ça, tu Mais, vois, surtout mais sur un gros, Game 7, sur ce match et sur la série, t'as pas le droit. T'es contre les carton Hawks. jaune pour les ballons perdus et carton rouge pour l'attitude, même s'il est Oui, en oui, train oui, de mais je sortir vais y sur venir, l'attitude. t'inquiète, je vais détruire tout le monde, gros. Sur le troisième et quatrième carton, là je suis sur le Game 7. Sur le troisième et quatrième carton, il y a quand même un truc à dire, c'est que c'est lui qui tient la baraque. Quand faut envoyer un gros tir pour égaliser, c'est tonton. Sur les petites séquences où toute la salle s'ambiance, tu vois, sur des comptes de Matistibule, des interceptions et tout, l'initiateur, ça reste Joel Embiid. Mais sur l'ensemble de la série et sur la fin du Game 7, qui je trouve est parfaitement à l'image de la série, tu te fais littéralement tabasser, c'est ce que je disais tout à l'heure, par une équipe qui est plus intelligente, par un effectif qui est mieux coaché, par un banc qui est plus profond et qui dispose de plus d'options, tu vois, offensives au global. Et tu te tires une balle dans le pied aussi, avec un Ben Simmons qui est passif et t'as l'impression que personne ne lui fout une tarte dans le nez, et avec un Embiid, comme tu l'as très bien dit et je l'ai mis dans mes notes, en manque de leadership. Le seul moment où je vois quelqu'un ambiancer tous les gars du côté de Philly dans ce Game 7, c'est Tobias Harris, en fin de troisième quart-temps, un truc comme ça, je crois qu'il met un end-one ou un gros tir avec la faute ou un truc comme ça, et, et c'est le seul moment où j'ai vu un gars des Sixers vraiment faire le mec, c'est juste une célébration, tu vois, en mode où il crie, où il donne envie aux gens de, tu vois ce que je veux dire, allez, on se réveille, on va chercher ce Game 7 parce que là c'est capital, tu vois. Mais Une sinon, diffusion, body ouais. language dramatique, body language de Ben Simmons et Joel Embiid, t'as l'impression que les mecs sont juste venus bon, Ben Simmons il est venu pour rien, Joel Embiid il est venu pour faire ses 30 points, mais sinon, tu te fais marcher dessus, t'as aucune réaction, quoi. Non, les Sixers sont d'une fébrilité criante et Et la fin du match, gros. c'est ce dont je te parlais, tu vois. Pour ceux qui savent pas, on faisait des lives Twitter Des pendant la Twitter série. Space, ouais. Game 5, Game 6, Game 7, on a fait des lives sur Twitter où je te dis, mais mec, tu sais que moi ça m'inquiète parce que là sur un Game 6, sur un Game 7, après un Game 5 pareil, les Sixers, je les vois trop fébriles mentalement pour être capable de rebondir et en fait ne pas subir l'assaut Hawks qui eux n'ont rien à perdre et jouent crânement leur chance. Mais euh,
au-delà de tout ça, au-delà de cette fébrilité mentale, il y a aussi un problème au niveau du collectif des Sixers, au niveau du roster, tout simplement. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. En attaque, tu as une très grosse défense, mais en attaque, ça n'a pas fonctionné. Tu as trop compté sur Embiid, c'était Embiid dépendance. Et oui, c'est lui qui maintient le bateau en vie dans le troisième et dans le quatrième quart. Et ça, j'ai rien à dire. Embiid, il était trop fort. Il est en 30-15 sur la série, ou un peu moins de rebonds, mais il est à quasiment 30 points de moyenne. Mais Ouais, mais comme tu l'as dit, on peut moi, tu vois, je veux bien que le mec soit en 30-15, mais si tu perds 8 ballons dans un Game 7 et que tu mets pas les 2 lancers francs les plus importants de ta saison, voilà, et puis ce côté lancer franc. je préfère que tu fasses une team Duncan en fait, que tu sois en 20-10, que tu aucune attitude. Enfin, voilà. Mais tu vois, ça met tellement en lumière, les deux lancers francs, ça met tellement en lumière le côté Embiid. T'as l'impression qu'il sait pas gérer la pression dans les Ouais, gros mais moments. tu vois. Il est en 30 points. Ouais, mais tu vois. Ok, Et les- Embiid, tu vois, il peut faire mieux, mais il fait quand même, je trouve, beaucoup. Et tu vois, on en arrive quand même à la fin de match, où il y a la séquence qui, quand même, je trouve, représente le Celle de Ben Simmons. moment où les Sixers juste s'effondrent. Le moment où les Sixers explosent, tu vois. C'est le moment où on voit Ben Où- Simmons qui met Gallo dans la sauce. Il le poste et il lui met un spin move. Il se retrouve tout seul sous le cercle. Gros, tu fais 2 m 11 et tu passes la balle parce que t'as peur de Trae Young qui vient essayer de te contrer ou de te casser les couilles alors qu'il fait 26 cm de moins que toi, gros. Après, 26 cm de moins que toi, c'est même pas un lay-up, t'as un dunk qui est ouvert et tu passes la balle à Matisse Thybulle. Matisse Thybulle qui se retrouve, il se fait sabrer par toute la Géorgie, gros. Derrière, il fait 1 sur 2. Ok, il casse les couilles, mais c'est Matisse Thybulle, tu vois, on va pas lui en vouloir de faire du 1 sur 2 au lancer. Euh, et tu vois, le pire, c'est qu'il y a plein de choses comme ça dont on pourrait revenir. Comme mais sur non, la mais faute, la faute sur tir à 3 points de Matisse Thybulle sur Kevin Huerter, alors que c'est le mec le plus chaud, à 54 secondes de la fin et qui donne 4 points d'avance. Ça casse les couilles. Les choix de coaching, ça casse les couilles. Donc écoute, tu vois, après on verra, moi, après les playoffs, pendant l'intersaison, tu vois, sur les questions de qu'est-ce que tu fais cet été, sur Ben Simmons, sur Doc Rivers, sur Tobias. Moi j'ai l'impression que Tobias Harris et Joel Embiid, ça fonctionne, que ça peut grave fonctionner, ça se marche pas dessus, ça fit. Tu vois, comme je l'ai dit, en fin de match, tu vois, en termes de ballon dans le panier, c'est quand même surtout Tobias et Joel. Mais voilà, genre, va falloir faire du ménage au bout d'un moment. Ta saison, elle se termine sur une erreur de Ben Simmons, une faute sur tir à 3 points de Baptiste Tibul et une interception slash perte de. C'est le mec qui tue les Sixers, c'est Ben Simmons, c'est Danilo Gallinari, gros, qui intercepte ouais. sur Joel Embiid et qui est tout seul derrière, qui a un boulevard, gros. Non, non, mais vraiment, Tu peux pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se rend compte que ta saison se termine comme ça dans un Game 7 de demi-finale de conf alors que t'es à la maison et que t'as fini premier de ta conf devant Milwaukee et Brooklyn avec les effectifs qu'ils ont et que t'es en train de jouer Atlanta de Trae Young, gros, qui a 13 ans, le mec. non, c'est un choc monumental. Et pour moi, c'est évident que le moment clé où tu commences à vaciller, mais bon, tu commences à vaciller dès le Game 5, hein, mais bon, le moment clé de ce moment où Et Ben Joel a. Embiid va le voir, hein. Et, Il fait et Joel, gros, qu'est-ce que tu fais? et Joel Embiid le dit en conf de presse que c'est le Et moment. Doc Rivers, c'est tout le monde lui pisse dessus. Après ça, par contre, je trouve ça un peu. Oui, d'ailleurs, c'est dégueulasse, moi aussi, je suis d'accord, mais Ben expliquera que, en fait, s'il va au panier, il a peur, enfin, je pense que Ben a peur qu'on fasse faute sur lui et que du coup, il Bien fasse 0. sûr, mais gros, tu fais 2 m 11 et c'est Trae Young qui vient Et contre. c'est ouvert, et c'est ouvert, Et c'est ouvert, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a faute, de toute façon, t'as les 2 points. Et au pire, c'est un N1. Et si et tu c'est le mets pas, totalement. bon bah tu le mets pas, mais t'as les 2 points, quoi. C'est mieux Et qu'un c'est 1 sur 2 totalement. de Matisse Thybulle derrière, gros. Et puis c'est totalement démonstratif de ce caractère de Ben Simmons, sur lequel maintenant j'ai envie de tomber dessus. Je pense qu'on va enchaîner avec Bucksnets, mais juste Ouais, on pour va, terminer, on va enchaîner, ouais. Parce qu'on a pour bien ter- débordé, mais. pour terminer sur Ben Simmons, tu vois, le mec, il est en 11 points, 9 rebonds, 6 passes sur la série. Est-ce que c'est un numéro 1 de draft qu'on a comparé à LeBron, qu'on dit que son Mais le pire, duo c'est avec. que là, il y a aucune raison qui explique que. Attends, attends, Le mec, il attends. disparaît, gros. Gros, est-ce que c'est un numéro 1 de draft qu'on a comparé à LeBron, qu'on a mis avec Embiid pour qu'il aille faire gagner un titre à Philadelphie, pour qu'il soit Draymond Green dans une série, gros? Gros, moi, comme je l'ai dit, Ben Simmons a chié cette série. Mais c'est une défaite des Sixers, gros. Dans les bureaux, dans le coaching staff, dans l'effectif, où tu veux, Et, gros. Même mais gros, mais tu te rends compte que. Parce que j'ai regardé le replay aujourd'hui, ce matin, là, pour être sûr de ce que j'allais raconter, pour être sûr que ma vision n'était pas biaisée par une sorte de folie, gros. Le Wells Fargo Center était en train de pioncer dans le Game 7. Il y avait. Cette série
dépasse l'entendement. Genre vraiment, de A à Z. Et Pour moi, du coup, maintenant, ça pose de vrais problèmes parce que là, c'est sûr que Ben Simmons va être transféré, alors qu'il y a, il va être transféré pour une monnaie d'échange qui va pas être top, alors qu'il y a 6 mois, tu pouvais avoir James Harden en échange de lui et tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas réalisé ce trade parce que tu comptais sur Ben. Et au final, c'est un échec sur toute la ligne. après, tu vois, on peut. C'est facile de revenir en arrière, mais tu vois, par exemple, si t'aurais fait l'échange, t'aurais eu un James Harden pété en playoff. Oui, mais non, mais Tu bien vois, sûr, parce mais que après, je sais que t'as raison, tu vois, mais je veux dire. si tu Et gros, il y a un truc par contre, pour faire à moitié l'avocat du diable, là, vite fait, pour me calmer un peu, mais au moment où il y a les histoires de trade de James Harden, les Sixers sont premiers de leur conf devant les Bucks et les Nets, et à aucun moment tu peux prévoir un tel scénar, en fait. À aucun bah, moment. moi, je te dis que franchement, tu peux prévoir que Ben Simmons Ah, ne je suis pas dépasse pas d'accord. le cap que ne dépasse pas le cap que t'attends de lui Oui, qui mais en tu mises sur lui, c'est pas pour tout bazarder en milieu de saison régulière alors que t'es en train d'écraser toute la ligue. mais là au final gros ça C'est fait 5 ans compliqué. que t'échoues, ça fait 5 ans que t'échoues, tu vas te retrouver à le marchander contre des CJ McCollum ou des Kemba Et Walker moi je pense qu'il fallait il y cette, a 6 mois gros, il y a 6 mois tu pouvais avoir James Harden mec. je pense qu'il fallait cette série. Je pense qu'il fallait cette série pour, Moi franchement je trouve que ça écoute, met encore plus le doigt sur l'échec total des Sixers et sur l'échec du front office jusqu'aux joueurs, tu vois. écoute, moi, je pense que là, de toute façon, les failles des Six, on peut parler du passé, mais tu sais, ça, avec des si, on refait le monde, hein, tu vois. Mais je pense que les failles des Sixers, elles ont largement été mises en lumière, tu vois, genre, tellement mises en évidence par les Hawks, encore une fois, tu vois. Euh, Doc Rivers, Après, Doc Rivers, Hero, Doc gros crédit, Rivers, quoi? gros crédit quand même à Hawks, mais Non, oui, bien oui, je sûr, suis bien sûr, bien sûr. Mais gros, Doc Rivers, on en a même pas parlé. Je suis désolé, c'est pas un coach qui t'emmène jusqu'au titre. Gros crédit à Rondo, KG et Pierce en 2008. Genre, clairement. Et bref, va falloir changer pas mal de choses. Moi, je continue de penser qu'à Philly, tu vois, t'as le matos qu'il faut pour faire quelque chose de spécial dans cette ligue. Mais surtout, voilà, comme on le dit, gros crédit aux Hawks qui sont en finale de conférence en année 1 du projet sportif et actuellement en place. Et mérité, gros. Parce que t'as d'un côté des Sixers qui perdent et de l'autre côté des Hawks qui les tabassent. Ouais, non, franchement, on verra ce que ça va donner pour la suite, mais quand même, les Sixers, il y a des grosses questions à se poser. Là, je pense que c'est la bombe, en fait, après tant d'années, c'est la déflagration. Ça y est, tu vois, on y est maintenant, stop. On arrête tout, on relance quelque chose, parce que ça fait trop longtemps que ça échoue et que ça échoue de la même manière en plus. Donc, à suivre. À suivre. De toute façon ça, on se tient au courant, hein. On en reparle là cet été, on va en reparler, hein. Ouais, t'inquiète, on sera C'est présent tellement ensemble. évident. Voilà, le côté chiant Avec... est fait. Maintenant, on va profiter. Brooklyn-Milwaukee. Bon, alors attends. À la dernière table de marque, je sais plus trop à quel moment de la série on en était. Mais sur les derniers matchs, je me rappelle qu'on est là, on fait des Twitter Space et tout. On fait un Twitter Space en sortie de Game 5 de KD, le match où il est en 49, 17, 10 avec 2 interceptions et 3 contre ou l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Euh, Rendons quand même à César ce qui appartient à César, remettons l'église au milieu du village et tout ce qu'on veut. On a eu une bagarre entre KD et Giannis. Et Et même par moi, je, extension, entre les Bucks et les Nets. oui, et tu vois, moi, je m'en fous un peu dans le sens où c'est pas deux équipes dont je suis fan, mais je suis très content qu'on ait pu voir enfin un Giannis. Tu vois, on a l'impression mûr. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où bah les erreurs, tu vois, les trucs qu'on pouvait lui reprocher ces dernières années à lui et aux Bucks d'une manière générale, cette année, on a l'impression qu'ils ont franchi un cap. Et que cette victoire, du coup, leur met les place dans une situation mentale où en plus là, tu vas jouer les Hawks. Donc, enfin, à moins que les Hawks soient vraiment les big boss que personne n'avait vu, je pense quand même que cette petite mascarade va s'arrêter, tu vois, et que les Bucks vont gagner. Donc, mais pour rester sur la série Brooklyn-Milwaukee, euh, c'est la meilleure série de playoffs qu'on n'ait pas vue depuis combien de temps là? Je sais pas, mais en tout cas, Longtemps, hein. Ah, mais cette c'était année, il n'y la. a aucun débat. Mais tu vois, Ouais, non, moi, je veux bien même mettre des matchs sur la table, oui, des mais séries sur la table, hein. playoff, je veux dire, t'as une notion aussi de ressenti personnel. Je veux dire, par exemple, moi, là, comme ça, je sais pas du tout si c'est une meilleure série, mais la série de l'année dernière, Bucks Heat,
elle m'a tellement choqué. Je veux dire, le hit qui retourne les Bucks, elle m'a choqué plus que cette série-là. Tu vois, après, j'ai Ouais, mais là, pris plus. c'est KD contre Giannis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Non, avec tous les mecs qui sont autour, hein. c'est clair que l'affrontement là Parce que là, des deux t'avais tout en garçons, fait. T'avais tout. T'avais le côté Kevin Durant et Brooklyn, donc il y a une masse de hype. T'as le côté Giannis qui est là en mode double MVP et défenseur de l'année, qui a des choses à prouver. Enfin, en fait, il y avait tous les ingrédients dans cette série pour qu'il y ait de l'intensité et une série ultra disputée. Et je me rappelle, en tout début de série, on disait qu'on en voulait 7. Moi, je pronostiquais les Bucks en 6 ou 7, je sais plus. Je crois que je les pronostiquais en 6. Au final, c'était en 7. ouais, moi j'avais dit Euh, net 107, moi. et, et, hum, et franchement, on a tellement été bien servi, tu vois. Et Ah, limite, le premier truc par lequel j'ai envie de commencer, c'est GG Milwaukee, gros. ouais, bah exactement, gros. J'ai mis Milwaukee parce que là maintenant, ça y est, ton, Ah, tu t'as n'es plus plus. d'histoire d'Eric Bledsoe ou je sais pas quoi, là. Et tu es à fond dans le projet. Là, ça y est, maintenant, c'est final NBA ou rien. Tu, j'ai l'impression que tu arrives à l'avènement du projet, tu vois. Avec un Yanis, là, cette fois-ci, justement, qui, comme tu l'as dit, a franchi un cap mental et même Et même tous les dans Middleton et compagnie, hein. exactement, et dans la manière de construire leur jeu, dans la manière de répondre à des dysfonctionnements, les Milwaukee est beaucoup plus serein, j'ai l'impression, que les années précédentes, parce que là, ils font face quand même à une équipe des Nets. Enfin, je veux dire, on en parle de Kevin Durant, le super-héros, là, qui n'a peur de rien et qui. C'est un truc, tu vois, quand KD te met ce shoot, mais ce shoot, je sais même pas pourquoi on n'a pas commencé par ça, mais ce shoot pour décrocher Lotti, là, quand il te met ça, mais les Bucks, ça revient, tu vois, derrière. Tu te prends pas un coup de massue, alors que tu es censé gagner il y a 2 secondes, en fait, et KD te met un shoot Après, impossible, et tu je, reviens quand je, même, et tu gagnes ce match au forceps, tu vois. je pense quand même que. Et tu vois, je me rappelle, moi, à ce moment-là, il est très tôt le matin, je suis encore chez moi, donc du coup, je sors dehors dans la street pour réveiller personne chez WAM pour faire le Twitter Space. Je me branche dans le truc et je suis comme un fou, gros. Je coupe la parole à absolument toute la planète. Je dis, oh, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir en termes de Game 7, de juste de séries d'adversité, de duels, de superstars, et surtout, est-ce qu'on se rend compte que ce shoot de Kevin Durant là, pour égaliser, si le mec il chausse en fait un 46, mais gros, Et c'est c'est un game, c'est le shoot, enfin c'est un des shoots les plus clutch de l'histoire, et ça se joue à ça quoi. Le et c'est mec pour il ça t'envoie un fade away juste après avoir à- rentré le shoot, d'ailleurs, il dit fuck. Enfin, je l'ai mal dit, excusez de mon anglais, mais il s'énerve, tu vois. Il est tellement frustré parce que pour lui, c'était un 3. Et s'il chose du 45, ça passe. Mais Mais on sent en plus que partout dans la salle, au moment où il met le tir, il y a quand même, tu vois, 5 bonnes grosses secondes ouais, ouais, où, ouais. genre, tu sais, que ce soit le public, tu sens que tout le monde est dans l'interrogation, tu vois, que... D'ailleurs, Middleton fait comme ça et fait deux directs, tu vois. Non, il y a interrogation, mais vraiment, après, ça va être compliqué d'analyser match par match en si peu de temps, mais c'était une série magnifique, très bataillée. Les Nets, malheureusement, n'ont pas pu compter sur le meilleur Harden et n'ont pas pu compter sur Kyrie toute la série. Je pense que ça a joué beaucoup et je pense qu'on reverra des Nets très revanchards dans les saisons futures. Les Bucks, tu as su en profiter. On parlait d'un alignement des planètes pour sortir Brooklyn. Tout est arrivé, il y a eu les blessures et toi, tu as su mettre en place une défense parfaite et jouer ton jeu. Donc, tu as passé les nets, c'est magnifique. Maintenant, vraiment, si les Bucks, ça va pas en finale NBA, on va se poser les mêmes questions que les Sixers, tu vois. Moi, je suis très content pour... Déjà, tu vois, ok, Brooklyn, ils auraient pu gagner, nanana. Brooklyn, ils sont sur leur première année. Ils ont une année. C'est des problèmes de riches, mais compliqués à cause des blessures, parce que t'as jamais vraiment eu les trois mecs ensemble, etc. Mais je trouve que le hasard, enfin le hasard, je trouve en tout cas que les choses sont bien faites. Je trouve que les Bucks méritent de passer pour tout le travail fourni, tu vois, sur ces dernières saisons, sur le fait que là, on a senti que sur toute la série et jusqu'au bout, jusque sur une prolongation de Game 7, bah, Giannis a franchi un cap mental. Il l'a prouvé. Alors, quand est-ce qu'il a passé ce cap mental, on n'en sait rien, mais il l'a prouvé en remportant ce Game 7. Et content pour ce mec-là de le voir aller jusqu'au final de conf. Puis surtout que, tu vois, là, comme tu l'as dit, enfin, comme tu l'as laissé entendre, là, concrètement, tu joues les Hawks en finale de conf. Ah, franchement, sauf si les Hawks, tu vois, c'est la révélation de la décennie, gros, là, c'est les finales, là.
Ah, si les Hawks ils font quand Mec, c'est même. même plus sur un plateau d'argent là. C'est gros, c'est quoi? C'est les finales cadeaux, frère. Les Hawks peuvent gêner les Bucks, mais Ouais, vraiment, bah, enfin bon, eh. s'ils les passent, mais quelle campagne d'Atlanta, quoi, et de Trae Young. Mais Milwaukee, là, doit mettre le couvercle, doit aller en finale NBA. J'ai presque envie même de te dire qu'ils doivent gagner le titre, gros. Que Yanis, c'est le moment, là. Là, c'est l'année, c'est bon, c'est maintenant, tu vois. Faudra voir, faudra voir. On n'a pas trop de. Si c'est les Clippers en face et que. Même euh, toi, les Clippers ou Phoenix, c'est maintenant. Là, ça y est, tu vois. Je veux dire, tu n'as pas de LeBron James en face. Gros, Là, faut voir, faudra voir le résultat. là, maintenant, sur les joueurs qui restent en playoff, c'est toi le meilleur. C'est toi qui dois faire gagner ton équipe. Ah, je sais pas, gros, Kawhi, ça se trouve, revient, hein, on n'en sait rien. A priori, ça pue du cul. Dans Parce l'optique au Kawhi. que c'est. Mais tu vois, pour l'instant, on n'a pas de réponse, c'est que des doutes, c'est que Ouais. du. On l'a mis de côté parce qu'on attend de voir, mais gros, Ouais, mais je sais pas parce qu'il y avait un bruit aussi de croisés et d'absence pendant un an. c'est du Donc, ACL. Mais en fait, on flippe quand on voit ACL, mais là, déjà, c'est pas. Déjà, il n'y a pas eu de rupture. S'il y avait une rupture, je pense qu'on serait déjà au courant. Ça aurait pas été ça, aussi c'est clair. vague dans leur explication et on nous aurait dit, on aurait eu une petite Vosh bombe ou une petite James Shams Bond. bombe. Ouais, ouais. Kawhi Leonard is out for the season. Point Ouais. barre. On n'a pas eu ce tweet. Donc, et tu vois, faut voir la manière. Si tu perds, ça fait chier si tu perds. Mais tu vois, cette conférence Est est très relevée cette année, mais c'est pas parce que tu sors de l'Est que tu gagnes les finales NBA. Et en face, tu vois, que ce soit les Suns ou les Clippers, c'est relou quand même, hein. Mais c'est clair que c'est pas certain. C'est pas Mais un pour moi, cadeau, tu vois. Et c'est pour moi, c'est pas une obligation. Enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est une obligation dans le sens pour les Bucks, pour le projet, pour tous les acteurs qui font partie de ce truc depuis longtemps, pour Budenholzer, pour Giannis et tout. faut aller au bout. Mais on est loin d'une garantie en fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Là où pour moi, t'es beaucoup plus déjà garanti de passer les Hawks, tu vois. C'est pas en claquant des doigts. Je te dis Bien pas que ça va sûr. être facile. Je te dis pas que, je te dis même pas non plus que ce serait un scandale qu'il ne gagne pas, etc. Je te dis que là, pour les Bucks, pour le projet Milwaukee, pour Yanis, pour Budenholzer, c'est maintenant que ça se joue, tu vois. Hmm. Il faut là que Yanis, ça y est, qu'il mette son empreinte sur la ligue. Alors, il l'a déjà assez installé avec des MVP et je veux dire enfin voilà, j'ai pas besoin de présenter Yanis, mais il faut là il décroche cette bague pour moi. Là, il faut qu'il montre qu'il est de la trempe de ces joueurs qui sont des champions, tu vois. Et pour Je suis, moi, il n'y a je pas suis d'accord. Kawhi. Enfin, dans l'optique où il n'y a pas Kawhi, c'est le clair meilleur joueur et du coup, il doit faire gagner son équipe. Je suis d'accord. Écoute, on va enchaîner parce que c'est vrai on a grave débordé tout à l'heure sur Philadelphie et puis. En même temps, Euh, comment? il y avait des choses à dire en même temps, hein. Ah, c'est clair. Bah de toute façon, une table de marque qui se respecte est une table de marque qui respecte l'heure de tournage. Ah, attends, on est Et où? enfin, c'est quand même une année de bracket à playoff qui Ah, mais part. là, on a été servi. Mais tu vois, de toute façon, cette série, c'est déjà un classique. Et c'est un des trucs aussi, un des premiers trucs que j'avais dit. Et de toute façon, ça a été dit plusieurs fois dans le Twitter Space qu'on avait fait en sortie de Game 7. C'est évident, cette série fait partie des séries dont on va se souvenir pendant longtemps parce qu'elle est ouf, parce que nous on a eu la chance de voir ça en direct. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte de la chance qu'on a de voir des Kevin Durant en direct. Ça fait Euh, kiffer de ouf. Elle nous a fait kiffer de ouf, c'est un vraiment. truc, tu vois, je m'en rappellerai gros, même quand j'aurai 70 ans et que je m'en battrai les couilles de la NBA gros. Moi, Je le serais shoot là, de vous me parlez de je sais pas qui avec des mecs, tu vois, tu sais, ouais. quand le basketball ce sera du Space Jam, tu vois, moi je serais là en mode gros Kevin Durant. Bon, écoute, on va enchaîner, du coup, on va en profiter vu qu'on est sur ces deux Game 7. Du coup, mais je pense qu'on va aller beaucoup plus vite là-dessus. Ouais. Atlanta Bucks, du coup, petite preview vite fait. Écoute, je disais au début de Philadelphie Hawks que ce serait un 4-0 et qu'au final, bon, après le Game 1, ce serait un 4-1 et aucun problème. Je pense quand même que les Bucks n'ont pas cette capacité qu'ont les Sixers à parler mandarin cette saison. Donc, a priori, si on redit un peu le même. Tu vois, si on ressort un peu la même soupe qu'on avait dit pour la preview Philly-Atlanta, on peut se permettre de dire quand même assez tranquillement, après avoir vu cette équipe des Bucks sortir cette équipe des Brooklyn avec ce Kevin Durant là, que tu gagnes ta série assez tranquillement, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. normalement, t'es pas. Alors peut-être que tu perds un match ou deux, mais tu te démerdes pour n'avoir aucune frayeur.
Et puis la différence avec les Sixers, c'est aussi que là maintenant, pour Milwaukee, tu es prévenu. Tu es au courant de ce qui s'est passé par rapport aux Sixers, donc tu peux pas arriver dans la série en mode claquette chaussette, je suis en touriste, on va rouler sur les Hawks. Tu peux Après, les pas faire Bucks ça. sont quand même une équipe plus profonde, non, en termes d'effectifs que les Sixers. Tu vois, genre, parce que Atlanta, mine de rien, c'est une équipe qui est très profonde. Tu vois, genre, je dis pas qu'ils ont full de cracks sur le banc, mais ils ont une équipe profonde avec, tu vois, plein d'options pour attaquer, que ce soit des grands, des petits, du shoot. Mais pour moi, si c'est un peu la même rengaine que la série contre les Sixers, si les Hawks arrivent à imposer des matchs où il y a un rythme d'attaque, pour moi, tu seras dans le match et Tu peux le gagner sur un malentendu. tu peux le gagner sur un malentendu. Sinon, je vois les Bucks trop forts, avec beaucoup plus d'armes, que ce soit défensive, même offensive, ça match en vrai avec les Hawks. Ils ont plus de stars, ils ont plus de joueurs qui peuvent assumer, ils ont un meilleur coach, je pense, même si Nate McMillan me surprend sur tous ces playoffs. Ils ont plus d'expérience. Pour moi, les Bucks, c'est 4-1, avec justement un match où un énorme Trae Young, tu sais, tu le gagnes sur un malentendu, basket d'attaque, il y a 138 à 132 et tu gagnes. Mais sinon, c'est Oh, je 4-1. suis pas sûr quand même que. Je suis pas sûr comme. Alors, oui, c'est une équipe d'attaque, les Hawks. Je suis pas sûr quand même qu'ils en mettent plus de 130 sur la gueule des Bucks, hein. Alors, peut-être sur un match, parce que voilà, c'est la NBA moderne. One sur le Game One, là où il y a tout Ouais, qui. mais même, j'ai du mal à croire quand même que les Bucks vont les laisser autant C'est possible. Non, mais peut-être que j'ai abusé à dire mais sur un basket d'attaque, les Hawks peuvent le gagner, je Bah, pense. ils peuvent Les être Bucks, relous, quoi. S'ils voilà. commencent vraiment à mettre dedans comme des cochons avec des Trae Young, des Gallo, des Kevin Huerter, on a vu, ça peut être un facteur X d'un match. T'as toujours des Lou Williams en sortie de banc, Bogdanovic. t'as trop de monde, t'as trop de monde. T'as trop de monde capable de faire chier sur un match. En fait j'ai l'impression que. John Collins, même DeAndre Hunter, même Clint Capella peuvent te casser les couilles. Non, vraiment, les Hawks, ils ont un effectif profond. En fait, au Et niveau des Hawks, on a l'impression que t'as plein de joueurs qui peuvent tu sais, faire chier sur un match, mettre le game changer qui fait que tu remportes ton match. Mais sur ouais. une série de playoffs, ça peut vite être relou parce qu'il faut quand même. Enfin, il suffit, entre guillemets, d'en gagner 4 quoi. Hum, hum. Bucks, quand même. Tu Oh. dis Bucks en combien? En combien tu l'as dit? De quoi, Philly. Non, non, Bucks Atlanta, tu dis combien? J'ai- Je sais pas. Moi, je dis 4-1, moi. J'ai envie de dire 4-1, mais du coup, j'ai envie de Ça va dire jouer. 4-2 parce que ça m'étonne. Parce que de une, j'ai envie de les récompenser pour la campagne qu'ils font, même si c'est complètement con de dire ça comme ça. Mais surtout, parce que, vu la campagne qu'ils font, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables, en fait. Ouais. Capable d'en prendre 4, j'y crois pas une seule seconde. Mais capable d'en prendre 2, franchement, tu vois, je suis pas. Moi, si on me dit ça, je me dis pas, ok, bah, je suis en train de parler avec un mec qui est juste fou, quoi, tu vois. Je me dis, Oui, bon, bah, c'est un mec qui a suivi les playoffs, qui a vu que t'as plein de gars qui sont capables de mettre une équipe entière dans la sauce. Mais voilà, mais je pense que les Bucks, les Hawks sont dans un mindset, doivent être dans un mindset assez fou parce que t'es en finale de conf alors que personne croyait en toi et t'as sorti les Knicks et t'as climatisé le MSG. Ensuite, t'as climatisé les 10 dernières années de construction au niveau des Sixers. Mais là, quand même, je pense que tu t'attaques à un trop gros morceau. Et de toute façon, là où ce serait complètement dramatique pour les Bucks et vraiment ouf pour les Hawks du coup que les Hawks gagnent, ce serait enfin personne va en vouloir aux Hawks de perdre cette série. Gros, leur saison elle est réussie pour moi depuis qu'ils ont passé les Knicks. mais clairement, gros, clairement, même depuis qu'ils sont allés en playoff. Ouais, comme bah vu la saison qu'ils font, alors oui c'est vrai parce que si tu prends toute la saison en plus c'est vrai qu'au début ils sont je Ça crois dépend. ils sont combien, ils sont en 20-20 je crois ou en 10-10 avec Oui, comment il s'appelle déjà le coach qui était là avant Lloyd Pierce. Lloyd Pierce. Du coup, Nate McMillan arrive, ça se met à gagner des matchs, ça fait des petits runs, ça remonte dans le classement, ça va en playoff. Moi, vraiment, c'est à partir du moment où. Parce que tu vois, aller en playoff, bon, oui, mais c'est vraiment à partir du moment où tu passes les Knicks et avec la manière, tu vois, Mais c'est que aussi la parce que. saison, elle est, tu sais, genre, elle est validée avec un tampon. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là, on dit, ok, tranquille, Ouais, quoi. ouais, ouais, mais c'est aussi parce que tu tombes contre les Knicks. Si t'étais tombé contre le Heat ou contre les Bucks dès le premier tour, t'aurais dit la Tiens, saison elle est d'ailleurs, il y réussie. a. Oula, les dieux du basket, là, je sais pas si ça s'entend au micro, il y a un orage de fou dehors, gros. Chez moi aussi, chez moi aussi. Mais Atlanta, c'est une magnifique saison. Le projet est magnifique, mais je veux dire,
C'est bon, là, tu vois, Eh gros, le le- projet des Bucks, il mérite 100 fois plus. Il est plus fort intrinsèquement. commence maintenant, en gros. Ça y est, t'es en finale de conf, c'est maintenant Puis là ça fait qu'il combien faut. d'années que t'essayes surtout? Ça fait 4 Et ans tu que vois, t'essaies. même si, imagine le Game 7 là, tu le perds contre Brooklyn, même si c'est un Game 7 et même si c'est Brooklyn, qu'est-ce qu'on aurait dit des Bucks? Bah comme tous les ans. Ah, gna, 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 ok, Ganis, ah, gna, 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 tu passes pas les demi de conf, tu vas pas en finale NBA, blablabla. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais non, On c'est aurait eu clair. un discours de l'enfer, alors que là, tu vois, bah c'est pas le cas. Et puis tu te retrouves quand même avec une match-up mais tellement favorable. Puis je veux dire, là, Tu te retrouves avec une match-up favorable, comme on l'a expliqué, sur tous les plans. Et puis, en plus, tu as ce côté, euh, cette dimension où tu dois aller au bout. Tu vois, je veux dire, ce truc où ça fait 3 ans que tu échoues, tu as perdu au premier tour contre le Heat, l'année d'avant, tu te choques contre les Raptors. Tu vois, maintenant, là, ça y est, c'est l'avènement, tu effaces tout ce qui s'est passé et t'attaques. carrément. Carrément. Écoute, bah du coup, on a fait les pronos. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai dit Bucks en 6 et toi, Ouais, Bucks en 5. c'est ça, c'est ça. Ok, bah écoute, on verra ça. On aura l'occasion de débrief ça la semaine prochaine. J'espère que les séries, j'espère qu'il va pas y avoir des 4-1 ou des 4-0 trop vite. Là, j'espère que les calendriers vont nous laisser quand même en reparler un peu. Hum. On va passer à l'Ouest. Du coup, il nous reste une petite série dont on doit parler qui a déjà commencé. Donc entre les Suns et les Clippers. Victoire de Phoenix, donc 120 à 114. Je pouvais mettre absolument personne d'autre que Devin Booker sur ce match en photo, qui est, qui est, Vas-y, trouve le bon adjectif, vas-y, tu vas galérer, hein. Là, vraiment, la masterclass de Devin Booker, là, il est lumineux, gros. Je sais pas comment te dire. il est lunaire, il est tout ce que tu veux. Il ferme toutes les gueules. Il était là. C'était une punchline depuis combien d'années? Et sur une saison, sur la saison régulière, il ferme des gueules de ouf. Et sur les playoffs, gros, putain, jusqu'au bout, il ferme des gueules, des gueules de croco, mon pote. C'est-à-dire que là, on arrive en finale de conf. Alors, ok, il n'y a pas Kawhi en face, mais on est tous là. On se dit, bon, il n'y a pas Chris Paul. Qu'est-ce que ça va donner et tout? Devin Booker, tu dois prendre tes responsabilités, machin. Putain, l'autre, gros, il nous fait un truc à la Kobe, frère. Combien Non, franchement, il met plus de 40, il fait un triple-double à 40 pions en finale de 40, conf là en game 1 alors que c'est ses premiers playoffs. ouais, 43-11 en finale de Oh, conf. oh. C'est ses premiers playoffs, gros. Il Et nous c'est sort un son, triple-double à 40 en finale de conf sans son et, meilleur joueur. et c'est son premier triple-double en carrière. T'imagines? Non, mais ce monsieur, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, il y a une semaine, et je le répète tout le temps, est fait pour les playoffs. Il est fait pour ce genre de match serré, coup près, où tu as un Paul George en face qui lui renvoie la balle. Et ce moment dans le troisième quart où il met 16 points de suite, où il enchaîne jump shot mi-distance, 3 points, jump shot mi-distance, je prends la faute, je drive, je fais la passe, jump shot mi-distance. Non, vraiment, Devin Booker a régalé sur ce premier match. Il a fait gagner son équipe Trop sans fort. Chris Paul, trop fort. Et pourtant, les Clippers font un gros match. T'as un gros Reggie Jackson, t'as un gros Paul George, comme je l'ai dit, qui rentre ses shoots à 3 points. Même si Phoenix te défend vraiment bien, tu vois, et te pose des problèmes, t'as quand même des Clippers qui sont là. Mais Phoenix, c'est trop bien huilé, ça joue trop bien. Tous les joueurs sont conscients de ce qu'ils doivent faire, apportent ce qu'ils doivent apporter. Et puis, en tête de liste, tu as cette superstar, ce maestro, ce feu follet qui te rentre tous les shoots. Vraiment, c'est exceptionnel. Devin Booker, c'est exceptionnel ce qu'il a fait sur le Game 1. S'il parvient à maintenir ce niveau de performance, oh là là, Bah oh là là, là, gros, je veux bien voir les finales de conf du coup entre Devin Booker et. Enfin, les finales NBA entre Booker et Giannis. Hein. ça fait quand même plaisir Et de j'en veux voir 7. Hein. ça fait quand même plaisir de voir un duel sur un match. En tout cas, Paul George, Devin Booker, pareil. Moi, ça m'a régalé, hein. Tu Ouais. vois, Devin Booker, quand il met un step back 3 points et que Paul George lui répond cash un step back 3 points et qu'après, Devin, il va au mi-distance, ça filoche, il y a Non, mais zéro discussion. stop. Et Non, pas de mais stop. Beverly, Et surtout il que. essaye de faire le mec, tu vois, mais il n'y a rien à faire. Et surtout que, tu vois, Booker est quand même jeune, tu vois. 25 ans, ouais, Et 24, 24. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, pour moi, Devin Booker, c'est typiquement, et il est du coup en train de le prouver là pendant cette campagne de playoff, c'est le genre de joueur avec qui tu vas gagner un titre. C'est un mec qui est capable de mettre des trois, mais surtout
mais surtout, alors il est capable de faire plein d'autres trucs, hein, notamment les trois, mais surtout, pour gagner en post-season, pour gagner en play-off, pour gagner en finale, pour gagner dans les moments qui comptent, il te faut du mi-distance. On le voit, on l'a toujours vu. On l'a toujours vu. Alors certes, il y a eu cette période avec les Warriors et plein d'autres équipes où ça shootait énormément à 3 points. Les Clippers font partie de cette sorte d'équipe-là, un peu, tu vois, même beaucoup d'équipes aujourd'hui en NBA shootent énormément à 3 points, mais tu gagnes des titres avec des mecs qui sont capables de shooter à mi-distance. Kawhi 2019, les Lakers l'année dernière, Devin Booker, s'il gagne le titre cette saison, je serais pas étonné, tu vois. Enfin, un peu quand même, parce que ça faudrait sortir les Bucks, mais tu vois ce que je veux dire. Et même les Bucks, tu peux prendre Chris Middleton. Bien sûr, toutes les équipes qui vont loin, toutes les équipes qui sont chiantes, et même les Warriors. Les Warriors à mi-distance avec Kevin Durant, Steph, machin. Et Clay, mais c'est parce qu'en playoff, il te faut des joueurs qui sont capables de créer leur tir, qui sont capables de se mettre en ISO, de fixer un mec, comme Devin Booker l'a fait pendant 5 minutes sur le troisième quart, où il fixe pendant 5 minutes pas de bev. Et ils lui mettent tarif. Et quand il switch sur les plus grands, bah alors là, mec, c'est la salsa. Et puis aussi, j'ai l'impression que Devin Booker, il arrive tellement à lire ce qu'il faut faire. Genre, il capte exactement quelle est la défense du mec en face de lui. Et il sait du coup exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand il faut qu'il le prenne de vitesse, qu'il drive, il va le faire, tu vois. Même s'il a shooté 4 fois de suite et que c'est rentré les 4 fois de suite sur son shoot, s'il faut qu'il et ben il va aller au drive parce qu'il est conscient de ça. Il sait toujours faire le bon choix. Et des fois, tu sais, quand il prend ses jumpers, là, t'as l'impression, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, visuellement, quand tu le regardes à vitesse réelle de loin et tout, tu te dis, c'est un mauvais tir. Parce que les défenseurs sont tellement proches de lui, mais il met dedans. Moi, je te dis, je sais qu'il y a eu plein de comparaisons et tout, et que c'est peut-être du bullshit et tout. Il me fait vraiment penser à Kobe. Ah bah. Il me fait vraiment penser à Kobe, gros. Déjà dans la palette offensive, et en plus de ça, dans le côté visuel, dans le truc qui dégage de je take over et je prends des jumpers de n'importe où et ça rentre et je fais le bon choix Et puis moi, enfin après, on a vu que une seule campagne de playoff de Devin pour le moment, donc c'est peut-être un peu trop avancé de dire ça, mais moi aussi, il me fait vraiment penser à Kobe. Déjà de un dans le jeu. Enfin, déjà visuellement, ça ment à personne, tu vois. Après, on peut toujours dire oui, l'adversité machin. Visuellement, tu vois, c'est indéniable. Pas besoin de faire un dessin, c'est exactement, enfin je veux dire, c'est inspiré de Kobe et ça se sent et ça se voit. Mais il y a une distinction. Moi, je trouve que Devin, il a pas ce côté un peu, bon alors c'est un peu caricaturé, tu vois, parce que Kobe est un leader peut-être pas un leader, je veux dire, qui va te réconforter ou qui va te relever, mais un leader qui va te demander toujours le meilleur de toi-même, etc. Devin Booker, lui, il a plus ce côté leader, genre, j'emmène mon équipe, tu vois ce que je veux dire? Je les fédère autour de moi. Hier, sur le match des Clippers, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il donne ses cartes à Ayton, qu'il donne ses cartes à Michael Bridges et qu'il diffuse, et qu'en même temps, lui, il joue sa partition de son côté, tu vois. Et c'est fantastique, vraiment. Ouais, non, vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Bon, il y a quand même un gars en face dont il faut qu'on parle. Paul George fait un gros match. Paul George fait un gros match, mais c'est très dans le tir à 3 points. Et tous les Clippers ont cette tendance fâcheuse à tirer à 3 points sans cesse. Et je pense que. Bah, c'est là qu'un Kawhi ferait énormément de bien, quoi. Exactement, je pense que tu vas gagner à en fait, essayer de jouer un peu le même jeu de Phoenix, c'est-à-dire renvoyer la balle sur les ISO, driver, et pas être seulement dans le jeu drive, jeu kick Bah, c'est un peu ce qu'avait niqué le Jazz, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, exactement. Le Jazz l'a fait sur toute la saison, shootait énormément à 3 points et on l'a vu, les soirs où ça rentre pas, t'as des Jordan Clarkson qui y croquent. Bon, après, ils battent pas les records qu'avaient battu le Jazz là cette saison en termes de tentatives de shoot à 3 points en playoff. C'était assez troublant et tout. Mais voilà, après, moi je pense quand même que, tu vois, alors oui, c'est vrai que là, ils ont peut-être un peu abusé du 3 points. Est-ce que c'est ça qui les tue? Je sais pas. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de s'adapter? Et est-ce que Tyronn Lue, cette phrase est incroyable, nous a prouvé qu'il était capable alors peut-être qu'il met un peu de temps, tu vois, pour faire les ajustements, mais bah, force est de constater qu'il nous a montré qu'il était capable sans être, tu vois, Phil Jackson ou Pat Riley, tu vois, ou Red Auerbach. Mais il a montré que voilà, il était capable. Et puis écoute, premier match, petite victoire à domicile des Suns. Je vois quand même une série un minimum serrée, tu vois. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait une branlée.
que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Après, on Ouais. sait Clippers équipe à réaction, donc on va voir. Pas de nouvelles de Kawhi, mais si Kawhi revient, ça change quand même pas mal la donne. Chris Paul, du coup, qui devrait rater 3 à 4 matchs. On a eu les infos? C'est sorti? Bah écoute, en gros, il est positif au Covid et a priori, ce serait 3-4 matchs d'absence. Ah, ok, bon. À peu près. Donc quand même, plus de la moitié de la série, quoi. En C'est 4 quand Game même- 7. Ouais, ouais, ouais. Si ce n'est, tu vois, en 4 matchs, tu sais, ça se trouve, la série, elle se finit en 4-1, 4-2. Ouais. Donc, Mais, de toute façon, là, ça va être le moment des ajustements. On va voir comment les Clippers vont réagir. On va voir également si, quand Chris Paul va revenir, quand Kawhi, s'il revient, va revenir, etc. Toi, tu vois quoi sur la suite de la série? écoute, pour être honnête aussi, le match, je l'ai pas vu en entier et tout. J'ai plus vu un peu par séquence comme ça, par-ci, par-là. Ouais. Euh, En fait, c'est difficile parce que de se projeter dans l'entièreté de la série parce qu'il te manque Kawhi et Chris Paul. C'est-à-dire qu'en gros, je peux me projeter là, tu vois, si la série reste comme ça, genre sans Kawhi, sans Chris Paul. Dans le cas où Kawhi ne revient pas et Chris Paul revient au game 5, comme tu as dit. Ah bah là, ça va être trop compliqué parce que en fait, tu vois, là, les Suns ont vraiment montré des trucs intéressants et les Suns aussi sont capables de s'adapter, hein, parce que j'ai dit les Clippers, mais les Suns aussi. Gros, Monty Williams, il fait une saison de porc, que ce soit en régulière ou en playoff. Le garçon est assez impressionnant. Donc écoute prono 4-2 Suns. 4-2 Suns. Moi aussi, je mets les Suns parce que Sans Kawhi, moi, là, t'as trop mal. même tu sais que vas-y, même rajoute Kawhi, je te laisse les Suns. Ah ouais, mais là, c'est plus 4-2 mon prono, hein. C'est 4-3 et ça m'étonne pas si au final, c'est les Clippers, tu vois, sur un Game 7. S'il y a Ouais, Kawhi après, qui revient. je vois pas Kawhi revenir au vu de ce que j'ai compris, mais je pense que les Suns sont une meilleure équipe de basket. Je pense que leurs rouages sont, tout est vraiment trop T'es bien. vache quand même, je trouve que je suis d'accord avec toi, mais le gap n'est pas si. Tu trouves que le Mais pas, gap, il est vraiment, vraiment genre flagrant? c'est clair. Non, 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 je te dis pas qu'ils les écrasent. Je te C'est dis juste serré que quand même, tu vois, globalement. c'est très serré et ce sera une série serrée et ce sera que des matchs serrés comme on l'a vu sur le Game 1. Mais je vois les Suns plus forts. Je vois les Suns tellement sûrs de leur force et tellement, en fait, je veux dire, cette équipe n'a aucun défaut. Tu vois, cette équipe elle ne manque de rien. Vraiment, elle ne manque pas de défenseurs, pas de shoot à 3 points, pas Bah, t'as, d'attaque. t'as tous les ingrédients pour aller loin en playoff et ils sont en train de le prouver. Exactement. T'as Donc des je vois les jeunes, t'as Suns. plein de profils, t'as un bon coach, t'as un collectif sain, Et t'as, t'as des jeunes, t'as des vétérans, donc t'as des mecs qui ont la dalle, t'as des mecs qui apprennent la vie à ceux qui ont la dalle. Enfin, tu vois, sur le papier, c'est difficile en tout cas de faire mieux que ce qu'ont fait les Suns cette saison. t'as une superstar étincelante, Franchise au global. t'as un maestro tellement expérimenté, tu as un coach qui est très très bon, Et tu as puis des joueurs j'imagine que Booker a dû prendre. et Tu DeAndre Ayton qui est numéro 1 de draft aussi et sais, qui pèse. quand t'es dans les jeux vidéo là, et Ouais. que, tu sais, bah là, à mon avis, Devin Booker en jouant avec Chris Paul, tu sais, il a pris plus, je ne sais pas combien d'XP, tu vois. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. sur GTA San Andreas, là, quand tu vas à la salle, tu gagnes du sex appeal. Là, gros, Booker, en termes d'XP, je te dis, je pense qu'il a pris énormément Et tous les Suns, et avec tous les Chris Suns. Paul. Et tous les Suns, ouais. Mais donc du coup, faut quand même le dire cette phrase, Chris Paul, enfin, si mon prono passe, Chris Paul en finale NBA et ça, my God, j'ai hâte de voir. Ouais, ça serait un duel quand même assez atypique, hein. Chris Paul, enfin, en termes de leader, ça serait, tu sais, sur les visuels un peu à droite à gauche, ça serait Chris Paul versus Giannis. Donc, ça serait assez marrant à suivre. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On est assez d'accord aujourd'hui là sur les petites lectures, sur les pronos et tout. On s'est pas Donc trop rentré. Suns Bucks en finale. Yes. Ça va pas faire plaisir à Adam Silver, mais nous en tant que geek, on va bien kiffer quand même. Ouais, exactement. Et puis si ça se trouve, bah, ça sera Clippers Hawks. Et moi ça me Ouais, va aussi. ouais. Ça me va aussi. Donc Écoute, sans finale, voilà quoi, mais bon. ouais, ce serait quand même très très drôle. Terrible, hein, mais drôle. Enfin, moi en tout cas, si les Hawks vont en finale, gros, je gaulerie quoi. Tu vois. Ce serait une plus grosse surprise que le Covid, quoi. Ah gros, clairement. Bah écoute, en attendant, pour boucler un peu cette émission, je rebalance vite fait le bracket pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt.
Nous, Antoine, on va conclure. C'était cool, petite table de marque là. J'ai 1h20 d'enregistrement. Sans le petit cut au milieu et tout, on est sur un bon petit 1h15, donc on est dans nos standards. Écoute, c'est cool, on a bien parlé. Comment conclure cette émission? Il n'y a pas rien de spécial pour conclure cette émission. Merci à toi déjà. Merci à vous, qui nous avez écoutés ou regardés, etc. N'hésitez pas, le classique, on partage, on envoie un pouce. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux, c'est ça qui nous aide le plus. Et puis à envoyer les vidéos dans les conves avec vos potes, voilà, les petites conves WhatsApp, les petites conves Twitter et compagnie. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine et si ces séries vont vite, il y a moyen qu'on ait déjà une des 2 équipes qualifiées, enfin une de ces 4 équipes en finale qualifiées. Ouais, on verra, mais hâte de suivre tout ça et on va débrief ça fort de toute façon sur Twitter, hein, Ah si oui, et jamais. du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les Twitter, sur Twitter déjà, parce Ouais, que Twitter depuis pas longtemps nous permet de faire des lives audio auxquels vous pouvez participer si vous voulez. Sinon, vous venez juste pour écouter Pépère et réagir. Mais en tout cas, on fait des petits trucs comme ça. On en avait fait un forcément après le Game 7 de KD. sur le Twitter, Euh, Twitter de l'analyste, pas, enfin ouais, sur le exactement. Twitter de l'analyste, si vous voulez Tout ça, interagir c'est dans avec. la Descro, hein. Ouais, Tout est dans la venez. Descro, dont le lien Twitter. Donc n'hésitez pas, on vous prévient un peu à l'avance en plus, tu vois, c'est pas genre on lance le live et puis voilà, on vous prévient en général une petite heure à l'avance. Hop, on balance un petit visu et puis on s'organise tout ça. Et puis voilà, écoute, je pense Antoine qu'on est bon. Je pense qu'on est bon et rendez-vous la semaine pro, mon gars. Super, merci beaucoup mon gars. Rendez-vous à la semaine prochaine, rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. C'est la période la plus importante de l'année là. Ça fait Et ouais, kiffer. ça rigole pas, il fait beau, il fait chaud. Enfin bon, on a parlé Il fait d'orage. beau, il y a de l'orage depuis tout à l'heure qui s'entend peut-être dans mon micro là, mais écoute. Et en tout cas, et c'est les playoffs, et ça y est, on arrive dans les finales NBA, là, ça va être magnifique. Ah, on arrive au meilleur. On arrive à ce pourquoi on a passé 82 matchs devant nos écrans et les playoffs en plus. Antoine, merci beaucoup mon gars. On se retrouve la semaine prochaine. Yes, comme d'hab, gros. Comme d'hab. Allez, ciao l'équipe.